Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 33 de fin de séance. Nous sommes le 3 décembre 2016. Aujourd'hui, on va parler des animaux fantastiques et où les trouver. Et ensuite, du film Sully de Clint Eastwood. Je suis Areski, bonjour. Je suis Antoine, bonsoir. Et je suis Arnaud, bon après-midi. Voilà, comme ça on a couvert toute la journée. De rien à vous, hein, de rien. Et du coup, avant de commencer à parler des deux films du moment là qui vont se partager cet épisode, je voulais juste parler de la bande-annonce du dernier Scorsese. C'est toujours en général un petit événement en soi, les films de Scorsese, parce que c'est trop la classe, quoi. Et du coup, je sais pas ce que vous en avez pensé du film Silence, avec Andrew Garfield, Adam Driver et Liam Neeson qui a l'air de parler de prêtres au Japon, de prêtres portugais au Japon, de la tentative d'évangélisation au Japon, parce que ça n'a pas super bien marché, je pense. Apparemment, ils ont fait des sushis avec leurs doigts. Ça avait l'air bien, moi j'aurais payé pour aller au cinéma, voir la bande-annonce et un peu de popcorn, tu vois. Enfin... C'est vrai qu'ils devraient faire, tu sais, des petites séances de ciné, mais que pour des bandes-annonces. Moi j'avoue qu'il y a certaines bandes-annonces, je me régalerais, quoi. Tu payes, c'est bien. Enfin, tant que c'est pas des films avec Omar Sy, quoi. C'est après ce qu'il faut dire sur le film de Scorsese, c'est que c'est un de ses projets de cœur. Ça doit faire 20 ans qu'il en parle de ce film. Ah ouais. Ouais. Et la chose qu'il faut savoir aussi avec les projets de cœur de Scorsese, c'est qu'il en a eu 3 dans sa carrière. Qu'il a traîné comme ça pendant des dizaines d'années. Le premier, c'était La dernière tentation du Christ, qu'il a fait à la fin des années 80. Ensuite, c'était Gangs of New York, qu'il a fait au début des années 2000. Et maintenant, ce Silence. Et je dois dire que même si c'est des films que je trouve extrêmement intéressants, je trouve que c'est loin d'être les pics de la carrière de Scorsese. Ouais. Donc j'attends de voir maintenant ce qui va sortir de ce Silence. J'aime beaucoup le sujet. J'aime beaucoup la bande-annonce. Maintenant, à voir ce que donnera le film, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? J'ai moins de culture qu'Arnaud sur le sujet là, mais moi la bande-annonce m'a fait envie. Enfin, je trouve que c'était rythmé, que la musique avait l'air bien. Ouais. Et après, pourquoi pas ? On sait que de toute façon, les catholiques sont allés partout dans le monde pour essayer de répandre l'évangile, donc pourquoi pas au Japon ? Non, c'est vrai qu'on connaît pas trop ce morceau de l'histoire, en tout cas ce morceau de l'évangélisation. Surtout qu'il y a quelque chose d'assez intéressant sur le sujet, il faut savoir que le catholicisme après a été interdit au Japon parce que il avait été adopté par certains clans sur l'île. Et ça a servi en fait à alimenter la lutte de pouvoir lors des guerres intestines qui ont amené au shogunat. Voilà. Donc ouais. C'est intéressant quoi. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était l'exemplification géniale de comment utiliser la religion à des fins politiques, quoi. Ouais. À l'époque. Ouais. Et comme souvent et partout. Mais bon, est-ce que là, moi j'en ai marre de voir les acteurs, tu sais, qui maigrissent jusqu'à 50 kilos parce qu'ils veulent absolument avoir un Oscar là. Parce que là, tu vois Andrew Garfield, Adam Driver, genre ils sont en mode The Machinist. T'as envie de leur jeter un peu c'est clair, tu veux balancer leur du pain, t'sais. arrêter de faire genre. Quoi, ça suffit. Il est pas très gros à la base, hein, Adam Driver. Après, ouais, c'est pas faux. Bon, là, quand même, ça fait pitié. Bon, non, mais ils veulent des Oscars. Non, mais ça a l'air pas mal, à voir. Et Andrew Garfield, apparemment, qui se spécialise dans la fiction catholique, alors, hein, ces derniers temps. Avec le film de Mel Gibson, c'est ça ? Ouais. Ouais, enfin, film de Mel Gibson. Du coup, voir des films de Mel Gibson, maintenant, tu te dis, est-ce que tout ce qu'il a fait, c'est pas catholique, quelque part, de toute manière ? Mais si, mais je sais pas si tu as vu Hacksaw Ridge, enfin, Tu ne tueras point, là, son film. Ouais. Non, je l'ai pas vu. Hein. Ça a l'air pas mal, ça. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans sa carrière, il n'a raconté qu'une seule histoire, et c'est la vie du Christ, en fait. C'est la mort du Christ. Et il a raconté ça dans tous ses films, dans Braveheart, voilà. C'est marrant de voir ça. C'est un film que je conseille, qui est intéressant. Et puis Gibson est quand même, il est pas mal chaud quand après, tu vois, Apocalypto, moi, je trouve ça, au contraire, il y avait justement, c'est presque le même sujet que pour Silence.
Ouais. Dans le sens où c'était l'évangélisation, en tout cas la conquête de l'Amérique. Enfin, ça c'est ouais, pas vraiment. Ça se terminait Ça sur se ça, termine. mais sans vraiment. Mais du coup, tu vois, à la limite, il y a peut-être le fantôme de ça, ou en tout cas les prémices de ça dans le film, mais on peut pas vraiment dire que... Bon, après, de toute façon, c'est comme tous les films, toutes les histoires, tu vas toujours trouver un arc religieux un dedans. parallèle, ouais. Mais c'est vrai que Braveheart, je l'avais pas analysé sous cet angle-là. J'étais resté plutôt terre à terre sur le truc, mais oui. Ouais, mais enfin, c'est encore pareil, quoi. Oui, non, mais c'est... Je pense que ça lui fait plaisir. Un face à tous, quoi. D'autres news, peut-être, vous avez vu des bandes annonces dernièrement, ou des choses comme ça dont vous vouliez parler, ou non? On peut directement plonger dans Narnia, ou je sais pas quoi, là. Ouais, on peut aller à Narnia. Ouvrons l'armoire magique. Ouais, c'est ça. Alors, merde, que je... Ah si, il y a un super film là, sur le raid, avec Danny Boone, là, que j'ai vu tout à l'heure. Est-ce que tu as pu voir cette bande-annonce, Arnaud, film qui s'appelle Red Dingue, avec Danny et peut-être Boone. deux Danny Boone, qui parle d'une fille voulant intégrer le RAID, tu sais, le groupe d'intervention des SWAT, quoi. Et ça s'appelle Red Dingue. Exactement. Ouais, ça a l'air Et tu bien. sais, alors, si tu n'as pas vu la bande-annonce... Non, merci. Alors, en fait, imagine-toi la bande-annonce, et ben elle est exactement comme ça. Ouais, c'est un petit peu plus long que ce que tu penses. Ouais, c'est ça. Et oui, pour répondre à ta question, le titre est écrit en jaune. Parce que c'est toujours plus comique. Danny Boone, il le met souvent en je jaune, me posais la question. J'étais... Les ch'tis, c'était écrit en jaune, non? Les ch'tis, c'est écrit en jaune, oui, bien sûr. Mais bien sûr, parce que ça marche le plus, le jaune. C'est la couleur de la comédie, parce que ça ressemble au pipi. Et voilà, ça marche trop bien. Et Allociné, c'est en jaune aussi. Bon, alors, les animaux fantastiques. Le titre, en fait, ça s'appelle Les Animaux Fantastiques tout court. En anglais, ça s'appelle Fantastic Beasts and Where to Find Them. Excusez-moi, je prends exprès un accent français pour que vous vous sentiez pas trop nul en anglais. Sinon, j'aurais pas compris qu'on parlait de ce film, perso. Fantastic Beasts a été réalisé par David Yates. Il est sorti le 16 novembre 2016 avec Eddie Redmayne, Catherine Watterson, Dan Fogler, entre autres, et Colin Farrell, surtout. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? D'abord, je tiens juste à préciser que c'est la deuxième fois qu'on parle d'un film de David Yates dans ce podcast. La première fois, on lui a tiré un portrait assez peu reluisant. Et je sais pas si ça va s'améliorer, voilà. Bon, on va essayer de trouver des côtés positifs. Ou pas, hein, on fait ce qu'on veut. C'est vrai que oui, il avait fait Tarzan. Il avait fait Tarzan, ouais. Ah, ça, moi, j'étais pas allé le voir à cause de vous, d'ailleurs. Je vous avais écouté, j'ai dit, non, ça va pas terrible. C'est vrai que franchement, quitte à perdre 2 heures, fais autre chose, quoi. Ouais. J'ai trop d'épisodes de Westworld à rattraper, là. Tu vois. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, des Animaux Fantastiques? Alors, sachant que, quand même, t'es un peu fan de Harry Potter, quand même. Ouais, je suis complètement fan d'Harry Potter. Et j'appelle de tous mes vœux J.K. Rowling, tu vois, à écrire un préquel d'Harry Potter, notamment sur la guerre entre Dumbledore et Grindelwald. Donc, en gros... Donc, J.K., si tu nous écoutes... S'il te plaît, écris les choses. Que dit Antoine. Et puis, pendant que t'y es, ben... Ça, on pourra le lire, tu vois. Envoie-nous des t-shirts. Des t-shirts Harry Potter. Des casquettes. Moi, franchement, pour donner mon impression générale, très déçu sur ce film. Je me suis d'une part ennuyé. Alors, il s'avère que déjà l'acteur qui joue le rôle principal là de Dragono, j'avais beaucoup apprécié ce mec dans le film qui traite de Stephen Hawking là. J'ai oublié son nom. D'accord. Je trouve que ce type joue très très bien. Eddie Redmayne. Voilà, j'avais oublié son nom, merci. Il s'appelle, oui, le film c'était la Theory of Everything, et je pourrais pas vous dire le nom en français. Une fantastique histoire du temps. Histoire du temps, exactement. Non, une merveilleuse histoire du temps, excuse-moi. Très bien ce film. Et le titre en français. Sauf que bon, bah le film, bah il dure combien de temps? Il dure Les Animaux Fantastiques, il est long. Et sincèrement, je me suis ennuyé dès la première dizaine de minutes. Le type déboule à New York. Il essaie de... Sur 2h13. Ouais, c'est long. Hein. Donc il arrive à New York, on se dit qu'on va découvrir un nouvel univers, etc. Ils ont essayé de façonner quelque chose à la hauteur de ce qu'avait pu faire J.K. Rowling dans la saga Harry Potter. Et en fait, c'est très décevant parce que ils essaient de créer des nouveaux noms. Alors par exemple, on parle pas de Moldu, mais on parle des non-mage. Ouais.
C'est de créer une Bon, culture américaine. Voilà, ils essaient de se enfin de comment dirais-je, de se différencier. Et alors on voit ce mec arriver avec une espèce de valise depuis laquelle un petit animal essaie de s'évader. On comprend pas très bien ce qu'il fiche là et on prend 25 minutes de course-poursuite entre son maître et ce petit animal dans New York. Le mec ravage la ville, une banque, etc., etc. Bon. Et en fait, le film, c'est ça. C'est le mec qui, pendant 2h13, va courir après des animaux fantastiques qu'il vénère, dont les autres n'ont que faire. Alors, il y a une petite, j'imagine, une petite pointe écolo sous le truc, genre il faut protéger les animaux et ils ont plus d'intérêt que ce qu'on ne veut le croire dans cette société moderne, tatati tatata. Mais ça a très peu de relief. C'est presque enfantin en fait, mais même je pense que des enfants ont pu s'ennuyer en regardant ça. Ouais. Parce que bon, voilà. Et alors, quand on a lu les Harry Potter et surtout le dernier, dans lequel on voit la bataille, enfin en gros la puissance qui était celle de Grindelwald et alors, à quel attends, point. Parce que moi pour le coup je les ai lus, mais j'avoue que je m'en suis pas souvenu et c'est vrai que j'ai lu qu'après qu'effectivement un nom dont il est fait référence dans les animaux fantastiques était déjà donné dans Harry Potter et Oui. donc c'était Grindelwald. C'est l'ancien mage noir quoi. Voilà, qui était genre l'ancien Voldemort. Ouais. Alors moi, je trouve que ça apparaît de nulle part dans ce film. C'est ça. Et puis surtout, alors on est censé en fait te créer un arc ou en tout cas une histoire principale, mais c'est pas du tout ça qui est développé dans le film en fait. Mmh. Et ouais, donc, puis c'est qu'est-ce décousu. que tu voulais dire sur Non, mais sur ça c'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, on te le fait entrer dans ce film. Dans le bouquin, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était quand même un mage noir très puissant et qui a ravagé la Terre pendant Ouais. plusieurs décennies. Et on te le fait entrer dans ce film. Alors bon, je dirais pas comment, etc. Ouais. Mais c'est complètement, c'est comme un cheveu sur la soupe. Ça Mais arrive. déjà, attends, excuse-moi de t'interrompre. Déjà, c'est la première séquence du film en fait. Il y a Oui, il y a- bien il y a- sûr. il y a une Mais espèce justement. de truc complètement Mais tu déconnecté crois du reste. Mais tu crois que ça va être ça, et puis en qui- fait, exactement ce qui est j'allais pas dire. du tout d'ailleurs mis en scène ou même scénarisé, c'est juste on nous le montre comme un fait. C'est-à-dire on Exactement. montre une grosse explosion, on voit un type de dos et on nous dit On craignez-le, voit il est des méchant. cheveux Voilà. décolorés. En fait, c'est un peu comme si on et était voilà. pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme ça. Ça se passe en ce moment, et puis à côté de ça, t'as l'autre qui veut attraper ses nifleurs, quoi. Et tu l'oublies, Ouais. et tu oublies Ouais. ce que tu viens de voir pendant une bonne heure et demie, je pense, Ah ouais, tout à fait, avant ouais. d'y revenir, quoi. Et c'est ça que je reproche le plus à ce film, parce C'est que décousu. c'est le fait qu'on essaye de vouloir te recréer une mythologie dans cet univers. Donc par des choses entre guillemets sérieuses, c'est-à-dire des luttes de pouvoir de la vie ou de la mort, tu vois. Dès qu'on te parle de mage noir et de domination des êtres humains, enfin des humains qui sont pas Oui. mages, etc. Et effectivement, il y a cette première scène, et ensuite on va tout de suite dans... en fait, le héros, qui est joué par Eddie Redmayne, c'est un mec, c'est l'animal control, quoi. Il est là pour récupérer les animaux qui se baladent dans la ville, mais qu'il a lui-même semé. Donc Oui. t'as envie de te dire, en fait, le film... Quel intérêt? Ouais, c'est comme si tu voyais quelqu'un faire du ménage chez lui. Après, je veux dire, j'ai bien aimé... il y a quand même un effort au niveau des créations des bêtes magiques et Oui. tout ça. Moi, j'ai bien aimé, c'était cool. On voyait un petit peu le tout. Mais je n'ai rien appris des personnages. Non. Moi, le personnage d'Eddie Redmayne, 2-3 fausses conversations, une mèche de cheveux qui cache son visage et un torticolis, je sais pas ce qu'il essaie de me dire dans cette histoire. Et je trouve que c'est un peu peut-être fait pour les gros fans. Ce film en mode on va tout excuser parce que c'est l'univers Harry Potter et donc on n'a pas besoin de temps présenter un personnage comme ça. Or non, c'est la première fois que tu en Surtout parles, que ce il mec, faut le dans développer, la saga il faut Harry savoir. Potter, elle en parle très peu. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment dans ses études, Harry a le bouquin de ce type et Oui, il voilà. l'étudie au cours de. Mais c'est de ce que ses je dis, études, c'est-à-dire quoi. que voilà, Et c'est juste tout. fait pour comme Y a si rien c'était de- un gros clin d'œil en fait ce film. Ouais. C'est comme si c'était, tu sais, le gros Easter egg C'est ça. des Marvel. Et genre on te dit, ah, vous voyez le gars, on a parlé pendant une ligne de Grindelwald et de Newt Scamander dans l'ancien dans Harry Potter 7. Ah ben là ils sont là. On va faire un film dessus, mais en fait on va pas les développer. On sait pas ce qu'ils veulent, on sait pas ce qu'ils sont, d'où ils viennent vraiment.
Mais en fait, pour moi, le véritable cœur du problème, c'est ça. C'est-à-dire que, aussi, ce qu'on n'a pas dit et qu'il faut dire, c'est que c'est J.K. Rowling qui a écrit le scénario. C'est la première fois qu'elle écrit pour le cinéma. Ouais. J'avais beaucoup d'attentes à propos de ça parce que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Même au-delà d'Harry Potter, j'aime beaucoup Cormoran Strike, quoi, la série policière qu'elle a écrit après, que je trouve vachement bien. Et en fait, ici, le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression de voir n'importe quel autre blockbuster. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est exactement la même histoire qu'on me raconte dans les Marvel, qu'on me raconte partout, et je vois pas vraiment d'originalité. Et la manière dont ce film est construit, ça m'a même rappelé des scénarios de jeux vidéo, de mauvais jeux vidéo, quoi. C'est-à-dire que y a les levels, c'est-à-dire il doit attraper la première bête, ensuite une fois qu'il a réussi, il doit attraper la deuxième bête, puis après il doit attraper la troisième bête. Et en parallèle, il y a une deuxième intrigue qui se tisse entre celle-là, qui a à peu près rien à voir, où on voit en fait la lutte de pouvoir entre ce mage Grindelwald et le ministère de la magie aux États-Unis, qui arrive en fond et qui se larve comme ça. Et surtout, ce que je trouve extrêmement dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce film qui rappellent le film noir hollywoodien des années 30 ou 40. Et que en fait c'est juste un papier peint qui est mis là, c'est-à-dire que derrière c'est pas du tout par contre un film noir, c'est juste ça en a l'apparence, ça en a les costumes, ça en a les décors. Parce que justement, on est d'accord que le fait que ce soit à New York en 1910, on s'en fout. On s'en fout. Complètement. Ah oui, mais totalement. Genre, tu vois, ils ont, enfin, sous prétexte de, juste comme tu disais, essayer de changer un skin, comme tu changerais le skin de. T'as changé la map de ton ordi, en fait, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je change la map. Ils ont mis, et tu vois, cette espèce de truc de, c'est une république du coup là. C'est au lieu d'être. Surtout que un premier ministre, une présidente. Alors tu m'expliques comment une présidente est noire, hein, je veux dire même chez les mages à l'époque, à mon avis en 1910, tu te faisais... Alors que ils auraient pu, si ça avait vraiment exploité en fait leur décor, tu vois l'endroit où ça a été, ils auraient pu en faire un genre de Blade Runner de la magie, tu vois vraiment quelque chose qui... Après, ou même au contraire faire quelque chose de naissant, comme si c'était un peu le Wild West pour les mages, parce qu'ils venaient à peine d'arriver, tu vois. Un truc pas encore super régulier. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que le fil conducteur du film, en définitive, c'est que les moldus, enfin les non-mages, ne se rendent pas compte de l'existence des mages. Des mages, ouais. C'est le seul truc que tu as dès le départ et que tu retrouves à la fin. Et donc, ça rappelle quand même un petit peu comment ça s'appelle, les X-Men, avec la lutte entre Xavier et Magneto, etc. Et c'est pas du tout exploité. T'es là parce que c'est vrai, c'est intéressant. Tu te dis bon. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et en plus, c'est pas dit tout de suite, mais c'est vrai que la volonté pour les mages de ne plus se cacher, moi ça. Mais je serais pas court. Surtout qu'il y a quelque chose. Non, je viens de me dire que ce que je vais dire c'est spoiler, donc on en parlera. Ouais, non, peut-être. Pardon. Mais après, sur la construction, il y a quelque chose de très maladroit qu'on développera plus tard. Enfin voilà. D'accord. Après voilà, en gros pour moi c'est surtout un mauvais centrage de ce qu'aurait dû être le film. Pas une exploitation totale de l'endroit où c'est. Juste un petit mot sur la mise en scène. Encore une fois, en fait, je trouve que c'est un très mauvais. C'est un très mauvais directeur d'acteur. En fait, j'ai une théorie, c'est que Colin Farrell, c'est un bon baromètre pour juger du talent d'un réalisateur. Ouais, parce que en fait, c'est un calque. En fait, tu le passes par-dessus un réalisateur et tu vois s'il est bon le réalisateur. C'est ça. Colin Farrell, il peut être extraordinaire. Je pense à des films comme The Lobster par exemple, ou Bon baiser de Bruges où il est incroyable. Et après, il peut faire Bullseye dans Daredevil. Exactement. Et ici, dans le film, il est pas bon. Et ce qui m'amène à croire, encore une fois, que en fait, il sait juste pas diriger des acteurs, quoi. Voilà, il y a des sortes de dans cette histoire, Colin Farrell qui a affaire à une espèce de famille, je veux pas spoiler, mais c'est vrai qu'on le voit assez rapidement, d'une personne qui prêche contre des mages. Alors bon, elle peut passer pour une folle auprès des gens qui ne croient pas. En fait, il y a une femme qui fait une chasse aux sorcières, donc au mage. Voilà.
Et le concept de chasse aux sorcières, je trouve, c'est super intéressant, tu vois, dans un film comme dans du Harry Potter. Parce que tu te dis, Justement, tu vois, je suis en train de relire le tome 3. Salem et tout. Je suis en train de relire le tome 3 en ce moment là, et il a, pendant l'été, une rédaction à écrire sur la chasse aux sorcières au 18e siècle Harry Potter. Ah, mais voilà. Donc mais tu vois, elle aurait tellement pu le relier. Mais oui, là, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes idées. Encore une fois, franchement, il y a des bonnes idées, c'est sûr. Hein. Mais en fait, ils se rendent pas compte où sont les bonnes idées. Et ils savent pas trop. Et puis on te parle des animaux fantastiques et puis il s'avère que bon, tu vois. Je veux pas spoiler. Non, mais peut-être que le mieux c'est de reprendre cette conversation dans la partie spoiler après. Par contre, est-ce qu'on est d'accord que le héros il est bisexuel ou un truc comme ça, parce qu'on lui pose la question: est-ce que tu es plutôt tarte ou plutôt strudel? Et pour moi, cette question, comment elle a été posée, c'est avec cette meuf qui pleine de sexualité. Il y a un moment aussi que j'aime bien où en fait on se rend compte que Albus Dumbledore s'était entiché de lui. On sous-entend qu'il aurait pu y avoir une aventure entre les deux. Oui. Et c'est... Ça, c'est pas perçu comme ça, la révélation du 2. De toute façon, Dumbledore, il a toujours mis ses mains dans des histoires bizarres. Hein. C'est ça. Vous pouvez nous expliquer pourquoi Dumbledore vous aime beaucoup? Tu vois, encore un indice. Pour Dumbledore, ça a toujours été un enfoiré. Est-ce qu'il y a des trucs dont vous voulez parler de ce film? Les effets spéciaux sont bons. Ouais, j'ai bien aimé la remasterisation du transplanage. Je trouvais ça pas mal, cette espèce mais ça c'était cool de voir justement le monde des mages adultes en fait. Parce qu'en fait, on se téléporte tout le temps quand on veut, etc. Ouais. Et ça rajoutait, c'était plutôt fluide en fait comme truc, tu vois, par rapport à Harry Potter où ils sont pas... Tu sais, où leur plus gros truc c'est des Wingardium Leviosa, quoi. Ils arrivent à ouvrir des portes. Ouais. Et donc c'est pas mal, effectivement. Ouais. Non, après... attends, t'as un nifleur sur l'épaule, là. Non, je rien à rajouter. Ouais. Après, moi, c'est vrai que les acteurs, je les ai pas trouvés époustouflants. Je crois que c'est Dan Fogler qui s'appelle le mec qui joue un peu le rôle comique. Le boulanger, là. Ouais. Bien, lui, lui, je l'aime bien, et lui, il fait son travail de comic relief, comme on dit, et il le fait bien. Tout simplement. Rien à rajouter pour moi. Je pense que oui, je pense qu'il fallait peut-être ce perso un peu moldu pour rentrer dans cette histoire. Oui, je dirais d'autres trucs après peut-être en spoiler. Voilà. Combien de miam vous donneriez à ça? Un miam pour moi. Pour toi? Ouais, 1,5, ouais. Moi je donnais 2 miam. Donc voilà, écoute. Est-ce qu'ils l'ont pas volé quelque part? Voilà. On peut passer du coup au second film. On avait dit et d'ailleurs vous aviez été 10 personnes à voter. Bravo. Mais non, mais c'est pas comme c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut dire et 80% des gens qui ont voté pour Sully. Pour le coup, c'était quand même serré. Énorme soutien. Ouais, c'est ça. Vous étiez 67% à voter pour Sully. J'avais un peu peur de voir ce film de Clint Eastwood et qui relate... 0% pour voter pour Marosa, donc on sent un gros soutien derrière le film qui est sans doute très attendu. Le film est sorti, donc un film de Clint Eastwood sorti le 30 novembre 2016 avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, entre autres. Le film relate l'histoire vraie du miracle de l'Hudson, qui est en fait tout simplement l'amérissage d'un avion qui a connu une avarie énorme le 15 janvier 2009, dont on a tous, pour ceux qui ne sont pas nés il y a 4 jours, entendu parler à l'époque, c'était partout à la télé. Et qu'est-ce que vous avez pensé de Sully? C'est ton héros c'est à moi maintenant. C'est à moi. Maintenant qu'on sort du là, je suis sorti de la salle, les bras écartés,
en essayant de faire un petit américain. D'affleurir. Exactement. D'affleurir. Film agréable à regarder, distrayant. Ce qui est chiant, c'est qu'on est spoilé, on sait qu'il va y arriver. Donc ça, c'est quand même dur. Ouais. Non, franchement, assez... C'est pour ça que j'ai détesté Titanic aussi. Ah ouais, J'étais là, mais il va couler le bateau. Mais oui, barrez-vous. Mais ça sert à rien de tomber amoureux, vous allez mourir. Non, mais en fait, je me posais la question de comment est-ce qu'il allait traiter le sujet, en sachant que, bon, tout le monde est au courant qu'un avion va se crasher, tout le monde est au courant qu'ils vont tous s'en sortir, et je me demandais, tu vois, est-ce qu'on va se taper l'avant-vol avec tu vois vraiment les scènes bien mièvres là de oui, on se voit tout à l'heure, etc. machin, et puis en fait tout à coup il y a des oiseaux et puis on va s'écraser, et puis on s'en est sorti. Non, en réalité j'ai bien aimé l'angle pris, qui est finalement celui de, alors je sais pas comment ça se dit chez les Américains, chez nous ce serait l'investigation. L'enquête, oui. Comment on appelle ça, le bureau d'études, la BEA, non? Je sais pas. En gros, l'investigation qui a eu lieu par les autorités parce que dans l'aviation civile, il faut toujours un coupable. Enfin, c'est pas un coupable, mais il faut toujours une explication qui doit expliquer une avarie qui peut aller jusqu'au crash. Non, parce que en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que pour faire amérir l'avion, il l'a posé sur la rivière de l'Hudson, et en fait on se pose la question pour savoir est-ce qu'il aurait pas pu ramener l'avion à l'aéroport et ainsi ne pas mettre la vie des passagers en danger comme il l'a fait en fait. Et puis en plus il y a aussi en filigrane quand même tout l'argent que ça va leur coûter d'avoir perdu l'avion dans le fleuve. Parce que c'est quand même ça aussi, hein, les mecs. Ouais, j'imagine, pour les assurances. Il y a une question d'assurance, et soit c'est le pilote qui est responsable, soit c'est la compagnie. Voilà. Ouais, donc voilà, et c'est vrai que tout l'accent est mis sur est-ce qu'ils ont pris les bonnes décisions, est-ce qu'ils ont respecté les protocoles, etc., etc. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, quoi. Je trouve ça pas mal. Voilà. Comment t'as trouvé ça, toi, du coup? Moi, j'ai été en fait très 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 agréablement surpris par le film. Je pense que c'est un des meilleurs de Clint Eastwood de ces dernières années. Je trouve qu'il a retrouvé un niveau très haut que j'ai peut-être pas vu depuis Million Dollar Baby ou quelque chose comme ça. En fait, ça m'a beaucoup étonné parce que c'est pas le film que j'attendais. C'est de la même manière, moi aussi je pensais que ça allait être le film catastrophe classique, tu vois. Je pense qu'on est trois, hein, parce que tu te demandes franchement quel film tu peux faire sur un fait divers, parce qu'au final c'est un fait divers. Mais là c'est surtout ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait le principe du film qui est presque, enfin pour moi c'est presque un film expérimental en fait, puisque l'idée c'est on commence le film, l'accident a déjà eu lieu. Et ensuite, tout le film, ça va être, on va répéter l'histoire de cet accident plusieurs fois. Et on va la répéter de toutes les manières possibles, à travers les médias, à travers un flashback pour voir ce qui s'est réellement passé, à travers des reconstitutions, et l'histoire va être racontée, tout au long du film, elle doit être racontée 10 fois, je pense. Ouais, et tout le film, c'est que ça. C'est comment on raconte ce qui s'est passé, comment on se souvient de ce qui s'est passé, comment on le recrée, comment on refabrique le souvenir, et je trouve que c'est super intéressant sur ce que ça dit de notre société, sur ce que ça dit. En fait, j'ai trouvé que c'était vraiment un film d'aujourd'hui qui parlait de comment on communique sur ces choses-là, comment ça m'a énormément. Je pensais pas du tout voir un film sur ça. Et au-delà de ça, je crois qu'on en reparlera plus en détail dans la partie spoiler, mais je trouve que c'est un vrai beau film sur le cinéma, sur comment tu racontes une histoire, sur comment tu transmets quelque chose. On va y revenir, et toujours de la même manière, c'est-à-dire que c'est ce que je trouve toujours de très très beau chez Eastwood, toujours de manière très humaine, et c'est ce qu'il répète à plusieurs moments. C'est-à-dire quand on raconte quelque chose, il faut le raconter avec humanité, il faut se mettre à la place du personnage, il faut se mettre en empathie, il faut Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour ça que ce soit servi par Tom Hanks, parce que c'est le plus, c'est le mec le plus empathogène qui existe au cinéma. Franchement, tu le vois à l'écran et toi, mais oui, mais voilà, tu te dis, mais c'est mon tonton, tu te dis, c'est mon tonton, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de l'emmerder, tu sais. Mais la manière dont il le joue, c'est-à-dire qu'il y a pas longtemps, on a parlé de Snowden ou comment un réalisateur crée un héros à travers son film. Et ici, c'est pas du tout ce que fait Eastwood, c'est-à-dire il le filme jamais comme un héros. En permanence, moi quand je le vois dans l'accident, j'ai pas l'impression de voir un héros,
j'ai l'impression de voir un instit en classe verte qui essaie de ramener ses élèves tant bien que mal vers le bus, tu vois. Et il y a une espèce de truc où lui, à aucun moment, il se dit je vais agir héroïquement. À aucun moment, il se dit c'est mon moment. À chaque moment, il est juste inquiet de pas faire la tâche qui lui a été donnée de faire. Et c'est tout ce que je vois et je trouve ça beau en fait. Enfin, il y a quelque chose qui me parle beaucoup quoi dans ce principe. C'est ce qu'il dit, c'est qu'en fait il dit on n'a pas eu le choix. C'est pas je me suis dit tiens je vais atterrir dans la rivière ou c'est simplement on a évalué en 35 secondes tout ce qu'on peut faire et voilà, c'était la seule solution qui nous restait, sinon on mourrait. Et ce qui est non mais c'est plutôt bien parce que effectivement ça prend le contre-pied de ce qu'on disait sur ou Snowden ou American Sniper pour le coup, tu vois. Oui, justement. C'est un peu le héros civil, tu vois. Oui. Mais qui n'est pas vraiment présenté comme héros, c'est-à-dire que tu vois vraiment son point de vue et tu vois que, comme tout événement traumatique, tu le revis. Et justement, tu le revis avec lui plusieurs fois, parce que lui aussi, il est obligé de le revivre, parce qu'à chaque fois, on lui raconte ce qui s'est passé. Dès qu'il allume la télé, on lui redit ce qui s'est passé. Tu dis, t'as envie de dire oui, mais c'est bon, je sais, taisez-vous, j'étais là. Et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais déjà, il y a une bonne gestion des flashbacks, parce que parfois, il y a des flashbacks qui viennent, et en fait, le flashback le plus long, tu sais pas quand est-ce qu'il devrait arriver, et il arrive à un moment, tu dis, ah tiens, on est en train de me remettre toute l'histoire du truc. Et si vous avez remarqué un truc, c'est que à la fin, en tout cas, le fait de revivre le truc à la fin, ça n'était pas exactement les mêmes mots qui étaient prononcés ou les choses que parce que ça, c'est la t'avais vu au mémoire milieu. Attends, ça, je vais pas expliquer pourquoi, etc. On va pas spoiler. Mais le fait même qu'il y ait des choses différentes, effectivement, ça rentre dans l'effet Rashomonesque de ce dont tu parlais. C'est exactement le film auquel je pense. Ça peut être un film compagnon de Rashomon. Qui est donc voilà le film où tu vois les points de vue de chacun. Sur un même événement, et je trouve que c'est intéressant effectivement d'avoir comment va se construire aussi bien ton propre souvenir, mais aussi une sorte de souvenir collectif, tu vois, parce que clairement c'est un truc qui va lier tous les New-Yorkais, parce qu'on en parlait aussi, il y a le spectre du 11 septembre, dès qu'il y a un avion qui est un petit peu trop bas à côté des trucs, et du coup quelle est notre peur commune, comment on va se souvenir de ça, et le fait que ce soit vraiment le diamétralement opposé, parce que c'est Miracle sur l'Hudson, c'est vraiment génial, ça nous lie tous, et pour une fois on a une bonne nouvelle sur BFM, tu vois. Mais surtout sur même le décalage qui peut exister entre la réception de ceux qui ont vécu les événements et la réception de ceux qui en ont juste entendu parler. Ouais, et il y a un moment que je trouve très beau où il appelle sa femme, c'est vers le début du film, et grosso modo il lui dit très très inquiet, je veux que tu saches que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et sa femme, elle ne comprend pas. Mais elle me dit, mais en fait, t'es un héros, tu les as sauvés. Et lui ne le ressent vraiment pas comme ça. Et même dans la manière où à chaque fois qu'on lui raconte l'histoire, il a beau avoir le souvenir de ce qui s'est passé, il le remet lui-même en question. C'est-à-dire qu'il sait ce qui s'est passé, mais à force qu'on lui raconte et qu'on lui dise différemment ce qui s'est passé, il commence à douter lui-même de ses propres souvenirs. Et c'est marrant la manière dont des fois il se rappelle notamment un rêve, ça s'ouvre sur un rêve où il revoit l'accident qui se passe et il se passe autre chose. Et c'est marrant cette manière de voir où sur la manière dont se construisent les souvenirs, finalement se souvenir de quelque chose, c'est là on se rapproche presque du cinéma de Chris Marker. Se souvenir de quelque chose, c'est le réinventer, c'est le réécrire en permanence. Et c'est bien quoi. C'est marrant parce qu'en fait, en réalité, lui, il a surtout un point de vue très professionnel. C'est-à-dire que il est pas dans l'émotion, lui. Lui, il a juste, comme tu disais tout à l'heure, Arnaud, il a ramené les ouailles au bercail. Et ensuite, il est entre guillemets jugé. Alors, il est critiqué positivement ou négativement sur ce qu'il a fait. Et lui, il garde ce point de vue-là, tout en essayant de se dire bon, n'ai-je pas commis une erreur malgré tout? Les gens sont tous sains et saufs, soit, mais est-ce que j'aurais pu moins les mettre en danger? À côté de ça, il y a toute l'hystérie populaire de c'est un héros, c'est le miracle de l'Hudson, c'est tatati tatata. Il y a sa famille, et puis il y a effectivement le bureau d'enquête où les mecs ils sont là et lui disent très bien. Alors au début c'est hyper amical la réunion, c'est genre thank you guys, tout le monde se tape dans le dos, et puis après petit à petit
les mecs sont passés au pilori. Donc, Ouais. on a Et tous qui- ces points de qui vue-là, nous en génère fait. et qui nous génère à nous parce Exactement. que c'est notre héros Ouais. un stress énorme parce qu'on est, Ben, on on se est dit, là non, mais en vous allez fait, pas le condamner alors et on que, se rend compte voilà, bien sûr. a posteriori que ce mec pendant son quart d'heure de gloire il avait un ulcère quoi, tu vois, c'est pas, Exactement. genre Ah ouais. moi je serais mort quoi Il vit à trop sa mal, place. quoi. Si on me disait que peut-être tu vois, il y allait avoir des sanctions, je dis n'importe quoi contre moi ou je sais pas quoi. Pendant ce temps, on t'invite à faire des talk shows et tout ça, c'est quand même assez. Ah, il y a une énorme dichotomie et lui en fait le vit très très mal Ouais. finalement. Et j'ai il trouvé se ça voit pas pas mal, comme un effectivement, héros, comme lui. tu disais, il le joue bien, assez professionnel, un peu Ouais. d'ailleurs à la Captain Phillips d'ailleurs pour reprendre Oui, un peu le. c'est vrai, ouais. Tu sais, c'est ces genres de mecs C'est qui vrai. sont un peu carrés, comme J'ai j'imagine tu appliqué dois la l'être en procédure tant quoi, tu que vois. ouais, comme tu dois l'être en tant que pilote de ligne, ouais, tu dois Ouais. suivre des protocoles, des procédures. Et j'en parlerai peut-être juste après en spoiler, mais il y a un moment, il y a un petit déclic d'émotion et c'est super bien fait en fait. Mm. Et- C'est plutôt cool. Et juste pour parler de la différence qui peut exister entre Clint Eastwood et un réalisateur lambda, j'aimerais juste parler d'une petite scène sur un personnage secondaire du film. C'est à un moment donné, on suit l'aiguilleur du ciel en fait qui s'est occupé Ouais, de l'avion ouais. qui s'est posé. Et c'est marrant parce que j'y pensais, c'est une scène qu'on a vue souvent en fait dans le cinéma américain, c'est-à-dire l'aiguilleur du ciel qui essaie de tout faire pour sauver un avion, pour dévier. Et généralement, c'est fait avec énormément d'emphase, c'est-à-dire va y avoir un stress qui monte, il va y avoir des plans qui Une se musique. multiplient, l'acteur va se mettre à gueuler comme c'est pas permis. On se rappellera Die Hard 2 dès que et les ici- avions sont en l'air. et ici, encore une fois, c'est tout l'inverse en fait. C'est-à-dire, c'est des plans assez posés. Lui qui essaie de garder son calme énormément, mais où on sent un stress, et juste qu'en fait, il a 20 secondes pour réagir, et il n'est Ouais. pas sûr de ce qu'il fait en fait. Et je trouve que l'acteur est super, comme tous les acteurs du film. Il le joue très très bien. Et en fait, cette manière de pas en remettre une couche, de pas le rajouter, juste de se concentrer sur l'émotion pure en fait qui peut exister dans ces moments-là. Ouais. Et juste essayer de la reconstruire, tu vois, de la refaire comme ça. Et j'ai l'impression que cette scène, ça représente presque le film, parce que lui aussi, il le montre comme quelqu'un qui est pas un héros, quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité sur ce qu'il a fait, qui se pose des questions, quelqu'un qui a en doute en fait. Et Non mais je pense qu'effectivement, en étant dans ce cinéma de la retenue, tu sers plus l'émotion que si t'en faisais des caisses quoi, tu vois. Si Non, tu ouais, mettais c'était de la assez musique juste. de partout et C'était très juste, je trouve, ouais. comme jeu ouais, d'acteur. Comme, et franchement ouais. les acteurs, moi Aaron Eckhart pour le parce que c'est quand même un film que de Tom Hanks, hein. Tu vois la tête de Tom Hanks 90% du temps, mais Aaron Eckhart qui joue son copilote est trop bien avec sa moustache de papa là. Ouais, c'est clair. Et Prendre le non, nombre de mais tout le footings monde qu'ils est- font dans ce film, c'est un truc de fou. Hein. Combien de miam vous donneriez à Sully? moi, j'ai presque envie de lui donner 4 quoi. On est sur 5, hein, on est d'accord? Ouais. Ouais, moi c'est pareil, 4. Pareil, je pense unanimité. Très bon film, ouais. Ouais, un 4 bon miam, surtout que c'est pas un plus, mais moi j'aime bien quand un film il dure 1h36 C'est et efficace. qui te dit tout ce qu'il a à dire en 1h36 et qu'il a pas besoin d'en faire plus. Et On va après- peut-être en reparler, c'est quand le film s'est fini, j'ai presque l'impression d'avoir vu un court-métrage en fait. Parce que finalement c'est tellement peu, tu vois, on revient toujours sur un même événement qui a duré 10 minutes, tu vois, Ouais. et qui se répète. Quand le film est fini, j'ai fait « Ah, c'est fini, c'était court, quoi !» C'était... C'est vrai que maintenant on a tellement l'habitude des films de 2h30. Bah regarde, les Ouais. animaux fantastiques, genre pour Ça le pour gars rien pour raconter, quoi, rameuter 4 rats et 2 chats, il met 2h13, tu sais. Non, et après, enfin, la seule chose que je voudrais rajouter aussi, c'est que c'est quand même une catastrophe, entre guillemets, qui s'est produite, et à aucun moment t'as un sentiment d'angor, quoi. T'es pas anxieux, tu vois. Bon, tu sais qu'ils vont s'en sortir, mais t'es quand même dans un avion, les mecs vont s'écraser, et il a pas voulu te transmettre cette peur-là, en fait. Il a pas souhaité que la prochaine fois que tu montes dans un avion, tu te dises à tout moment, je finis dans la Garonne, quoi. Ouais. Ou dans la Seine pour toi. D'ailleurs, juste petit clin d'œil, on mentionne Toulouse dans. Ah, ça c'était trop bien. C'était tellement bien. Et c'est Tom Hanks qui dit Toulouse, donc c'est quand même la classe. Première fois de ma vie que j'entends dans un film américain parler de Toulouse, donc C'est clair. merci. C'est la dernière, donc profites-en. Ouais, c'est clair. Peut-être retourner le voir du coup. Est-ce qu'on peut passer à petite section de, je sais pas, des derniers films que vous avez pu voir, si vous en choisissez un petit à conseiller, ce que vous avez vu dernièrement. Ok, ben, comme d'habitude, je vais donner deux petits coups de cœur de ces derniers temps. Le premier, c'est Mademoiselle, de Park Chan-wook, qui, pour le coup, est peut-être mon coup de cœur de l'année. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je vais pas beaucoup en parler parce que c'est un film qui se découvre. Il faut vraiment découvrir le sujet, savoir de quoi ça parle, et c'est un film qui va de surprise en surprise. Tout ce que je peux dire, c'est que ça m'a rappelé Alfred Hitchcock.
Et c'est juste c'est un bonheur, c'est un thriller, c'est un bonheur à suivre. Et le deuxième film que je voulais conseiller, c'est Le Client de Asghar Farhadi. Donc Asghar Farhadi, c'est le réalisateur qui avait fait Une séparation, qui avait très bien marché en France, qui avait fait Le Client aussi, qui avait fait Le Passé aussi, que j'avais beaucoup moins aimé, et là qui retourne un film en Iran, et qui est une histoire de vengeance, on va dire, mais en fait c'est un drame qui est écrit comme un thriller. Ça pose beaucoup de questions, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien joué. Et voilà, c'est les deux films que je conseille à voir au cinéma en ce moment. Ok. Moi, je suis peu allé au cinéma ces derniers temps. Enfin, pas qu'au cinéma, hein. Et puis ces temps-ci, je regarde beaucoup de séries, donc je sais que t'as vu ce film. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais oublié. On va parler à la limite, on va faire très bien ça. Bah on peut War parler Dogs, de War Dogs. ouais. Vas-y, dis ce que t'as pensé. War Dogs, du coup, film de 2016 là, qui est sorti il y a pas très longtemps avec Miles Taylor et Jonah Hill, et qui était réalisé par merde, il me faut. Ok, bon, téléphone. Gros coup de cœur me concernant. Alors, le film, ça parle de trafiquants d'armes aux États-Unis, et c'est servi par. De vendeurs d'armes. Oui, vendeurs, ouais. Des vendeurs, trafiquants, enfin moi ça joue sur les deux tableaux. Qui est servi par deux acteurs qui sont très très bons. Jonah Hill qui est époustouflant dans le film. Enfin moi j'ai trouvé que sa performance elle est extraordinaire. L'autre est un petit peu en retrait, mais tu l'aimes pas, Miles Taylor? Bah, il m'avait fait chier dans Whiplash, quoi. Je trouve qu'il a pas de charisme physique, ce mec, il m'énerve. Mais après, il joue bien, tu vois. Mais il a les épaules tombantes, là, quand il joue à la batterie, ça m'agace. Donc, le film, donc, déjà, servi par ces deux acteurs qui jouent très bien. Ça rappelle un petit peu World of War, mais avec un côté plus humoristique, plus fun. Plus pop, quoi, ouais. Et c'est tout simplement génial. Enfin, c'est comment deux mecs arrivent alors qu'ils végètent avec des petits boulots moisis à engranger des millions et à tromper l'État américain. Enfin, ils vont très très loin. Et non, c'est à voir. C'est vraiment un très très bon film. Ouais. Combien de tu un bon 4,5 aussi. Ouais, je pense pareil. Je pense que t'as tout dit. C'était pour dire, c'était quand même un film bon qui est un peu sur le ton humoristique, et je regardais le réalisateur, donc c'est Todd Phillips qui avait fait The Hangover, tu sais, Very Bad Trip et tout ça. Et pour le coup là, je pense que c'était un film pas mal pour une petite entrée dans le sérieux entre guillemets, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, ce film. C'est vraiment deux personnes qui ont réussi à créer plus ou moins leur société de vente d'armes pour le Pentagone, quoi. Et ouais, non, très bien servi. On se fait pas chier, une mise en scène qui était péchue. C'était bien. Du coup, moi, pareil, 4 miams sur ça. Et j'ai vu un dernier film qui est en ce moment au cinéma, qui est sorti la semaine dernière, je crois, qui s'appelle Iris, qui est réalisé par Jalil Lesper. Et où d'ailleurs il y a Jalil Lesper également dedans, qui est en fait une sorte de... Je l'ai vu, ouais. Ah, tu l'as vu aussi ? Ouais. Qui est un thriller, donc avec Charlotte Lebon, Romain Duris, et donc voilà, je me répète, Jalil Lesper. Jalil Lesper, en fait, j'avais vu son premier film, et je trouvais qu'il avait du talent pour un acteur / réalisateur, en fait. Donc 24 mesures, hein, son premier film. C'était ça, hein. Alors attends. Ah mince, ou alors j'avais vu des vents contraires et j'ai cru que c'était 24 mesures. Alors, attends. Non, pardon, j'ai vu des vents contraires en fait. Ouais, je l'avais pas vu 24 mesures, qui était sorti du coup en 2007. Et je trouvais que bon, en gros, il avait quand même le sens de réalisation. J'ai l'impression que c'est un mec qui est bon directeur d'acteur, mais peut-être pas pour lui, tu vois. Parce que pourquoi t'as pas aimé les façons de jouer des gens? Moi, en fait, je vais te dire, c'est un film que j'ai vraiment détesté en fait, Iris, mais vraiment quoi, profondément. Et moi, j'ai trouvé que c'était la direction d'acteurs qui sont en plus des acteurs que
que j'aime bien par ailleurs, j'ai trouvé que c'était un peu cette direction d'acteur un peu automatique des polars français, où on fait des longues pauses dramatiques qui n'ont rien à voir avec le film pour essayer de faire monter la tension, où les acteurs jouent toujours dans le même ton, etc., et juste ça m'énerve en fait. Alors moi il y a juste ça, en fait c'est con, mais c'est le réalisateur, mais moi lui je l'ai pas trouvé très très bon, et juste aussi celle qui jouait connasse, Camille Cotin. la flic. Très bonne actrice. Qui est une bonne actrice d'habitude, qui joue tu sais, dans la série 10%, etc., et qui est plutôt vraiment bien. Et là, en fait, moi, j'ai juste eu un petit problème de diction dans ce film où il y a beaucoup trop de gens qui mettent les négations dans leurs phrases. Tu sais, les ne pas, ou les choses comme ça, et ça me rend le film pas du tout crédible pour certains acteurs, en fait. Après, moi, par contre, du côté de Romain Duris et Charles Clodovon, j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé. Après, je vois ce que tu veux dire alors, c'est sûr, c'est archétypé, hein, c'est genre le petit polar français. Tu vois arriver certaines choses de loin, parce que même dans la bande-annonce, tu sais que il y a plus que la première couche, donc ça va pas non plus te prendre par énormément de surprises. Tu sais qu'il va y avoir des twists, après tu sais pas quelle va être la teneur de tous les twists. Moi j'ai passé quand même un bon moment. Encore une fois, c'était quelque chose de court. Donc non, bien. Mais, non, moi j'ai trouvé que ça se tenait, que ça me racontait une petite histoire, et que c'était un peu comme, tu sais, un épisode des contes de la crypte, mais pas si. Ah, c'était pas mal ça. Mais pas super glauque. Ouais, bien sûr que c'est pas mal. J'adore les contes de la crypte. Et voilà, donc moi je l'ai pas du tout détesté pour le coup, et voilà, c'est pas un grand film, c'est pas un grand polar, c'est pas, tu vois, mais moi je mettrais un 2,5, tu vois. D'accord. Voilà. 0,5. Oh le gars, comme il est détesté, quoi. C'est inadmissible qu'on lui donne de l'argent, Jalil Esper, qu'on m'en donne pas pour mes idées. Jalil, si tu nous écoutes, envoie-nous des casquettes. Et des t-shirts. Pas ta pute, c'est bon. Ok, on va pouvoir passer au spoiler de... Alors on va commencer dans l'ordre, on va commencer par les spoilers de Animaux Fantastiques. J'aimerais qu'on passe chronologiquement. Je sais pas si on aura beaucoup de choses à dire, parce que j'ai l'impression que le plus de spoilers qu'on aura à donner pour ce film, il me semble, c'est surtout sur la fin. Oui, parce qu'après, il réussit à attraper tous les animaux. Le plus gros spoiler, c'est attention, Johnny Depp joue dans le film. Voilà, mais alors attendez, parce que je suis en train de réaliser que si on suit le film chronologiquement et qu'on dit « Ah, vous inquiétez pas, il réussit à rattraper tous les animaux », on arrive à littéralement 2h07. Il ne reste plus que 6 minutes. Exactement. Si, il y a un autre spoiler énorme, c'est que l'espèce de truc qui ravage New York, en fait, c'est pas un animal, c'est pas Grindelwald, c'est ce qu'ils appellent un obscurus. Un obscurus, exactement. En fait, c'est qui est donc la représentation graphique magique de pouvoir de quelqu'un. Quand on te brime ta sexualité. Ouais, voilà. Alors, en gros, si tu dis à ton enfant qu'il est homosexuel, qu'il doit pas être homosexuel, il va créer un obscurus qui va détruire. Et il faut faire gaffe avec les gauchers qu'on oblige d'écrire avec la main droite aussi, hein, parce que ça peut arriver. Hein. Pareil. En gros, mais après, je trouvais ça, enfin, en l'occurrence, cette histoire-là, qui encore une fois n'est pas une histoire du film, mais ce léger fil de l'histoire était plutôt intéressant sur la répression, plutôt l'oppression que tu pourrais avoir sur quelqu'un, sur un enfant, sur ce qu'il est, sur son développement, comme quoi ça peut être une grande force au final, c'est vrai. Une grande force, ça peut l'amener à créer des choses extraordinaires. Le petit twist, ça va être que c'était donc presque c'est l'espèce de l'aîné de cette famille de chasseurs de sorcières qui en fait était à l'origine de ça. Du coup, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on sait pas ce qu'elle veut, cette femme qui a initié sa chasse aux sorcières. On sait pas d'où elle vient, on sait pas pourquoi elle est contre les sorciers. Est-ce que le personnage est très artificiel, c'est très artificiel pour ça. Est-ce que tous les gosses qu'elle a avec
elle, c'est juste des orphelins, ou est-ce qu'ils ont tous, je sais pas, un peu des midi-chloriens un peu? On sait pas pourquoi elle les choisit, qu'est-ce qui se passe. Oui, parce qu'on a l'impression jusqu'au bout que la petite fille là, parce qu'en gros il y a 2 enfants qu'on voit bien, il y a ce garçon qui crée l'Obscurus et la petite fille que l'on pense être initialement la créatrice de l'Obscurus. Et finalement on sait même pas si elle a des pouvoirs. Non, je pense pas. Mais justement, rien que le fait que ce soit pas mal expliqué ou que ce soit juste donné juste pour un twist de dire c'est pas elle, mais t'as envie de dire ouais, mais enfin, à quoi ça sert? C'est cool que ce soit pas elle ou c'est pas cool, on s'en fout parce que je la connais pas elle. Donc mais c'est sûr que même d'une manière, la manière dont le suspense est construit, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui marchent mal. C'est-à-dire que au début, on nous fait comprendre que le ministère de la magie est mécontent parce qu'il soupçonne que ce sont les animaux fantastiques qui ravagent New York. Ouais. Et alors que pour le héros et pour le spectateur, il y a jamais aucun doute là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'à aucun moment il y a même le héros qui va se dire ah ben merde, à cause de ce que je fais. Voilà. J'ai sans doute créé un chaos dans la ville, j'ai peut-être tué des gens. Il y a jamais ce moment de remise en cause, ni de sa part de la détective qui va l'aider, tu sais, dans sa recherche des animaux. J'ai l'impression qu'on a 2 histoires parallèles qui restent parallèles jusqu'à la toute fin du film. Exactement. Et qui ne se croisent jamais, quoi. En fait, il y aurait pu avoir un croisement intéressant quand il est amené devant le Congrès américain pour leur dire non mais attendez, mais ça c'est un Obscurus, tu sais. Ouais. Je sais, j'en ai un dans ma mallette, ça ressemble exactement à ça. Il le dit, c'est ça, le pire c'est qu'il le dit, mais par des artifices on va pas vraiment t'écouter. En plus, moi je trouve que le ministère de la magie est très expéditif. C'est-à-dire que c'est bizarre. Y a rien qui se produit. En fait, l'ancienne Aurore là, qui est la nénette, qui est la bis-héroïne quoi, c'est celle qui est avec le héros tout le film. En gros, c'est une espèce de Miss Gaffe qui fait un peu des bêtises mais on sait pas très bien pourquoi. Et à un moment, elle amène Dragono face au ministère de la magie, supposant qu'il est à l'origine de tout ce qui se passe, et grosso modo le mec est jugé et condamné à mort. Alors ce qui est bizarre, c'est assez antinomique dans le truc, parce qu'en fait au tout début on te fait comprendre que ils ont, au contraire, les mages en Amérique ont créé vraiment une hiérarchie extrêment ordonnée, et que tu dois passer par c'est une plein république de bananière quoi, de formulaires, de machins, tu sais, à un moment tu vois un hangar rempli de machines à écrire qui se tapent elles-mêmes. Tu te dirais, il y a beaucoup de bureaucratie, tu vois. Donc tu dirais pas c'est expéditif comme justice. Au contraire, tu dirais oula, probablement qu'il va être vu par 1000 gars. Mais en fait pas du tout. Et en fait c'est expéditif juste pour faire avancer rapidement l'intrigue, les choses, dans le sens où on veut te la faire avancer. Alors qu'en fait, en vrai, ça aurait pu être intéressant d'avoir au tout début du film le personnage qui est mis en prison, et que ce soit cette ancienne Aurore qui décide de faire l'enquête de son côté, et que avec même la procédure bureaucratique avance, son enquête avance aussi, tu vois. Ça tout à fait, ouais. Alors que là, on a simplement l'impression que c'est une république bananière où il y a un mec assis dans un trône qui dit non mais c'est fini. Non mais toi, c'est toi, lui, voilà, déjà, exactement. Amenez-le à Guantanamo Magic là, s'il vous plaît. Peut-être que c'était voulu, en fait. C'était une critique de Guantanamo depuis le début. Non mais je sais pas trop. C'était ensuite, un peu mal amené, et à la fin, du coup, on se rend compte que Colin Farrell était en fait Grindelwald, et qui voulait utiliser l'Obscurus comme une arme géniale contre la vie, contre ce qu'il aime pas quoi dans la vie, voilà, pour le bien de tous. Voilà, les gens qui se mettent sur l'escalator à gauche et qui avancent pas, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, ok. Et en fait, j'avoue que le climax était assez faible. Une espèce d'utilisation d'une plante, on te fait un petit paiement sur un truc qu'on t'avait préparé au début, on te dit ah oui, regarde, ce suc gastrique de cette plante ou je sais pas quoi fait que tu oublies des choses, et du coup à la fin il fait une super potion qu'il vaporise grâce à un hippogriffe. Enfin, ça arrive de nulle part en fait. Et tu fais genre ouais, d'accord. Et surtout que depuis le début, on nous disait être le mage noir surpuissant du moment. Ouais, et il se fait maîtriser par un hippogriffe dégueulasse quoi. Même pas. Il balance un espèce de yo-yo bizarre là. Ça dure 1 seconde et demie la capture du mec quoi. À partir du moment où on sait qui il est, 1 seconde et demie. Et du coup, oui, là on se rend compte que c'est à la Scooby-Doo, il lui enlève son masque. Voldemort, là, je peux te dire qu'il aurait désossé tout le monde, tu vois. C'est ça. Il lui enlève le masque de Scooby-Doo et en fait, c'était pas Colin Farrell, c'était Johnny Depp. Un autre acteur inégal. Il y a une cohérence, tu vois. Alors moi, j'espère que quand même dans les suivants,
qui, je suis au regret de vous le dire, vont tous être réalisés par David Yates. Donc ça va être chiant, quoi. Mais j'espère que le vrai personnage de Colin Farrell, qui est donc le vrai Aurore, est quelque part, genre je sais pas, qu'il soit en chaîne quelque part, parce que moi j'aime bien Colin Farrell, et pour le coup j'aimerais quand même plus le voir, et pas... C'est bizarre de se débarrasser d'une star du ciné, bam, comme ça, et l'en remplacer par une autre pour un même personnage, tu vois, c'est bizarre quand même. Mais je veux te dire, à la rigueur, c'est... Ouais, voilà. À la rigueur, c'est même pas l'important, en fait, qu'il réutilise ou non Colin Farrell, c'est que c'est une histoire qui est très riche, qui peut lui permettre de faire franchement quelque chose de super bien. Et là, t'as l'impression que le gars, il s'est dit, non mais, j'ai 5 films devant moi, donc pépouze les gars, on va pas trop en dire. Ouais, parce que si jamais je dévoile trop de choses, après, je pourrais pas faire mes 5 films. Sauf que comme je disais tout à l'heure, moi, ce gars, je le connais pas, Newt Scamander. C'est pas comme quand tu sors le premier Harry Potter et que tu peux ne pas tout dire en te disant de toute façon vous avez lu les livres et de toute façon pour ceux qui regarderont les films, je dirai plus de trucs sur ses parents dans les films d'après. Là, Newt Scamander, on sait que dalle sur lui et on m'en dit rien sur lui. Encore, là, genre bon. Je vais te dire, le premier Harry Potter, c'est celui aussi où on se pose le plus pour apprécier l'école de magie, pour connaître les règles. Exactement, tu vois. Et là, dans c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on aurait peut-être plus nous faire, avant de faire intervenir Dragono, etc., nous faire 25 minutes de présentation du monde de la magie aux États-Unis, de comment ça marche, tu vois, quand ils auraient pu le faire à travers à travers Dragono, justement, à travers la bureaucratie, le bureau des immigrations, tu vois, ils auraient pu. Alors qu'ils t'imprègnent pas du tout. D'ailleurs, c'était arbres que c'est con, c'était, tu vois, une opportunité manquée de pas faire qu'à Staten Island, il y ait pas un étage de magie, tu vois. Que genre en fait quand t'es un immigré et que t'es magicien on te dit ah non mais toi en fait tu passes par en bas. Soit c'est le ça aurait été génial ou tu vois un peu comme dans la peau de John Malkovich là, tu sais tu prends l'ascenseur et tu passes dans un espèce d'entresol à genoux, tu sais. Déjà tu te marres un peu parce que ça fait des clins d'œil à Harry Potter et puis aussi ça aurait fait cette espèce de scène géniale qu'on avait dans Men in Black qui est l'aéroport de la Terre exactement. Et qui est génial de voir 1000 races différentes ou des choses comme ça et là mais qu'on a d'ailleurs moins en plus dans le vrai centre de la magie où ils vont où ça fait très genre mairie des gens qui y bossent et c'est tout, c'est pas un hub tu vois mais ce qui aurait été d'ailleurs été génial pour justement faire des clins d'œil pour les futurs films de la franchise où peut-être on verrait des gens arriver de par le monde être des magiciens à côté de Newt Scamander. Moi j'attends toujours de voir un putain de magicien africain, tu vois. Alors qu'il dit que lui il est parti en Afrique justement, mais enfin moi. Mais en fait, j'ai un peu le même sentiment, on en avait beaucoup parlé avec toi et moi, qu'après avoir vu Batman vs Superman. C'est une espèce de grand gâchis, il y a beaucoup de choses à dire et à faire, et on essaie de tout faire en même temps, on veut mais pas tout faire d'un coup. Ouais. Et en réalité, bah tu fais rien du coup. Tu fais rien. Tu vas nulle part, quoi. C'est voilà. En fait, je suis sorti très déçu. Pour le truc culinaire, c'est genre c'est un gars qui te prépare, qui te dit je vais vous faire une recette géniale. Il te dit les ingrédients, tu te dis oh putain ça a l'air trop bon. Ça. Et en fait, il mixe tout à la fois. C'était un bun qu'il avait acheté dans un supermarché. En fait, il t'a dit il y avait ça. Il y a les ingrédients dedans. Mais ils sont dégueulasses parce qu'ils sont juste mixés, mis dans un bun surgelé. Je les ai pas cuits avant. Tout est cru. Et c'est à toi-même de le cuire. Tiens. Mais c'était juste aussi pour rajouter un petit truc, il y a un truc qui m'a déplu et qu'on voit énormément aussi dans le film, c'est il y a une histoire d'amour qui est développée entre le comique du film, donc un gros immigré polonais et une jolie sorcière. Un hommage et une jolie sorcière. Et en fait, qui est très très jolie. Je me demande le sexe, franchement. Je me demande pourquoi ça va toujours dans ce sens. Et de la part de J.K. Rowling, tu vois, qui est féministe, etc., je m'attendais à autre chose. C'est-à-dire, il faut toujours que ce soit la jolie fille qui se mette avec le type, le moche un peu sympa, tout ça. Pourquoi ça serait pas l'inverse? Pourquoi c'est pas Zac Efron qui finit avec la sorcière un peu replète mais sympa, tu vois? Avec Melissa McCarthy, quoi. Ouais, mais oui. C'est vrai que oui, ça. Alors ça aussi, et aussi voilà, on essaye de te dire. C'est pour ça que je dis qu'il est Newt Scamander, c'est parce que il y a cette espèce de faux flirt qu'il a avec l'Aurore qui le suit, tout en n'ayant pas choisi
ni la tarte, ni le strudel. Hein. C'est vrai. À aucun moment. Mais ceci dit, J.K. Rowling féministe, bon, quand tu vois le personnage d'Hermione, c'est pas non plus quelqu'un du père. C'est elle qui pour moi Hermione c'est quand même la nana qui est la clé de tout parce que sans elle ils auraient jamais été nulle part Ron et Harry et c'est quand même elle qui pleure tout le temps, qui a peur de tout, etc. Quoi enfin, bah ouais, Hermione attends. Bah oui. Elle a pas peur quoi. Bah si, elle a peur, est badass, elle est là. quoi. Mais elle est badass, mais moyen quoi. Moi je pense qu'elle aurait pu aller plus loin, tu vois, dans le. Non, Clairement, c'est elle qui mène tout le truc quoi. Sans elle, ils arriveraient à rien. On peut rentrer dans un discours sur le féminisme et des trucs comme ça, mais tu sais, t'as le droit de faire des trucs. Et quand même de pleurer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, très bien. Mais tu genre, sais, en fait, pareil, les hommes ont le droit de pleurer et de faire des dans ce trio, il y a vraiment des rôles préétablis. Harry, c'est le mec qui sait rien faire, mais il est courageux, ils font tête baissée. Ron, c'est grosso modo le mec qui est rigolo, quoi. Et Hermione, c'est elle qui apporte les clés de tout, tu vois. Il y a à aucun moment, en fait, ça s'entremêle. Dans le trio lui-même, il y a aussi les écoles de magie, genre Harry c'est Gryffondor, voilà. Hermione c'est Serdaigle et Ron c'est clairement Poufsouffle. Exactement. Mais c'est important aussi Poufsouffle quoi. Question, est-ce que vous préférez être vous-même, donc pas de pouvoir magique, ou d'être magicien mais d'être à Poufsouffle? Ah, clairement Poufsouffle moi. Ouais, moi aussi. Poufsouffle power quoi, y a pas de problème. Moi c'est pareil. Je vais te faire cracher dessus par tout le monde. Okay, c'est toujours mieux d'être borgne qu'aveugle là, je te dirais. je clôt quand même ce truc sur les animaux fantastiques. On passe à Sully. Sully, donc la discussion spoiler. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on peut dire? Et moi j'ai bien aimé. Enfin, tant mieux qu'on n'ait pas trop insisté sur ça avant, mais juste la première scène, parce que la première scène, on croit que du coup, on va tout de suite nous mettre dans ce flashback total de ce qui s'est vraiment passé, et en fait pas du tout, parce que l'avion se crache en plein centre-ville, et c'est un cauchemar de stress post-traumatique de Sully, et je trouvais que c'était très très intelligent de commencer par ça, parce que quand tu entends quand te passe le logo Warner Bros et tout ça, la radio passer, etc., tu te dis ah ok d'accord, enfin en même temps il faut bien qu'il fasse le flashback et bon pourquoi pas le faire au début, blablabla. C'est pas original, mais d'accord, montre-moi ce qui se passe. Et j'ai trouvé ça génial que ça s'arrête au bout de 1 minute 30 sur un truc comme ça. Et tu fais genre, ah ouais, c'est intelligent. Et parce que déjà, il te dit. Ça mettait le ton pour le reste du film, d'ailleurs. C'est ça, déjà, il te dit, on va pas forcément parler de ce que tu crois qu'on va parler. Bah oui, c'est surprenant parce que même à côté de moi, quelqu'un a dit, mais il est pas passé aussi près des immeubles. Donc en fait, on croit vraiment que c'est la réalité. Et en fait, il fait, ah ouais, d'accord. Et non mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et c'est d'entrée de jeu, tu comprends que l'angle de vue va être différent et là tu deviens plus attentif. En fait, il capte ton attention immédiatement là-dessus. Et enfin pour moi ma scène préférée vraiment c'est la scène de fin quoi. C'est l'audience de Sully qui va devoir raconter ce qui s'est passé et on va le juger sur ce qu'il a fait. Génial. Et dans cette séquence qui est assez longue, ça doit être la plus longue séquence du film. Déjà, l'histoire, elle est racontée 5 fois, juste dans cette séquence-là. Et d'abord, il y a quelque chose de très intelligent, c'est que on va voir des pilotes dans des simulateurs refaire l'accident dans les conditions où ça s'est passé. Pour avoir et rajouter le facteur humain qui n'était pas pris en compte dans les autres simulations qui étaient totalement... C'est ça, faites par ordinateur. Et ce qui est intéressant déjà ici, c'est qu'il inverse complètement en fait la scène d'accident. C'est-à-dire que j'ai ressenti énormément de stress, il y a beaucoup de suspense pendant ces scènes-là, mais je stresse parce que j'ai envie qu'il se crache. Exact, c'est ça qui est pas mal. J'ai pas envie qu'il survive, parce que s'il se crache, ça veut dire que Sully a fait ce qu'il avait à faire, et si tu veux qu'il pouvait pas faire autrement. Donc en fait, parce que dans les trucs de simulation, en fait qui se passe à Toulouse, le bureau d'études en fait essaie de démontrer que Sully aurait pu en fait, en faisant demi-tour, quand même atterrir à la Guardia, etc. Et éviter d'atterrir dans l'Hudson, enfin d'amérrir dans l'Hudson. Et donc, ce que dit Arnaud, c'est que grosso modo, les mecs, en faisant les simulations, on n'a pas envie qu'il arrive à atterrir parce qu'on n'a pas envie qu'il démontre tort et que effectivement ça puisse dire que, encore une fois, voilà, parce que
tout le film est en fait basé sur ça et axé sur ça, c'est a-t-il, même si tout le monde va bien, les a-t-il mis en danger, ces passagers, en faisant un truc quasi impossible à faire? Parce que ça n'a jamais été réussi. On entend en général jamais parler d'un amérissage sans aucun mort, quoi, tout simplement. Oui, et même ceux qui disent c'est généralement quand il y a un amérissage, c'est fini pour tout le monde. C'est fini. Et d'ailleurs, il y avait la scène géniale du contrôleur aérien. Ouais. Qui en fait, une fois qu'il a perdu le contact avec le gars au-dessus de Luzon, il part, il sait qu'ils vont tous mourir. Il va s'isoler, il est mal le mec quoi. C'était génial de pouvoir revoir ce contrôleur aérien après parce que les contrôleurs aériens, comme tu disais tout à l'heure, en fait en général, on les suit pas ces gens-là et ça s'arrête tout de suite juste pour nous servir à rajouter de la tension et à parler à d'autres héros qui un contrôle et un débriefing post. Exactement. Et là tu vois c'est la procédure, mec, t'as perdu quelqu'un, c'est très possible que déjà tu bosses pas pendant une semaine, tu vois. Ouais. Mais en fait c'est juste normal, c'est parce que comment tu veux qu'il fasse son boulot, il va penser qu'à ça le mec. Exactement. C'est juste normal en fait. Et on leur fait des tests d'alcoolémie, on leur fait des tests de drogue, etc. Et le fait de rentrer dans ça, déjà ça te fait plus ancrer dans la réalité. Tu te dis ah ouais c'est vrai que oui c'est vrai que moi j'avais entendu dire que tu sais tu te rappelles des petites choses des petits trivia que t'as peut-être entendu parler autour de toi au niveau des contrôleurs aériens et tu te dis ouais ça me semble évident c'est vrai que de ramener ça et de voir son côté à lui après tu te rends compte à quel point c'était impossible ce qu'il avait fait parce qu'un mec qui bosse dans ça qui part du principe que que c'était de sa faute. Il vient de perdre, lui, un Airbus avec 155 passagers, qui l'abandonne et qui veut même pas écouter ce qui se passe après. C'est que franchement, c'était un miracle. Infaisable. Et j'aimerais juste revenir sur une scène qui, moi, m'a ému. Parce qu'en fait, comme on disait, il reste professionnel pendant tout le film. Et dans un des flashbacks, on le voit à l'hôpital. Un mec de son syndicat de pilotes vient pour lui annoncer le chiffre rédempteur pour lui dire que ils étaient partis à 155 équipages et passagers et le mec vient lui annoncer qu'on a 155 personnes en vie. Parce qu'il joue très bien l'émotion, le soulagement. Et en fait, c'est vrai que tu sais, il est un peu Enfin, il a ce côté et professionnel et juste après un peu sous le choc qui est totalement normal et qui joue extrêmement bien parce que tu sens, enfin, c'est fou de se dire que non mais c'est vrai que tu te rends compte que Tom Hanks c'est vraiment un génie parce que tu regardes son visage et tu arrives à décrypter toutes les émotions, tous les milligrammes de toutes les émotions différentes, tu vois. Et il est tout dans la retenue. Tu sais que c'est très important pour lui que tout le monde soit en vie et puis même à un moment il y a ces mini plans où tu te dis putain est-ce qu'on a laissé personne dans les toilettes de l'avion pendant qu'il est en train de couler, etc. On t'amène un peu l'émotion avec un père et un fils qui se joignent par téléphone. Genre, tu fais genre, ouais, bon, ok. Et en fait, tu te rends compte que là où t'as le plus d'émotion, c'est quand on lui dit 155. C'est bon, on a 155 personnes. Et là, tu fais, ah putain, c'est fou. Là, alors que tu le sais depuis le début, que tout le monde va bien, tu vois. Et là, en fait, tu vois que lui, tout à coup, il arrête d'être professionnel et maintenant, il s'accorde le droit d'être humain, de se remettre un peu aussi de ce qu'il vient de vivre, quoi. Ouais, parce que quand l'avion amérit, tu pourrais dire ah trop bien, etc. On a atterri, on n'a pas explosé, on n'est pas un truc. Tout de suite ils mettent en place la procédure d'évacuation de l'avion et d'ailleurs tu vois que l'eau commence à entrer donc vraiment tu commences un petit peu à te sentir, tu vois, surtout que c'est peu angoissé encore une fois donc il y a un mec qui saute dans l'eau, moi j'ai trop peur pour lui quoi. saute tu te dis mais l'eau elle est à 2 degrés, il a 1 minute d'espérance de survie en théorie. Donc voilà. Et ensuite, effectivement, ils évacuent tout le monde. Comme tu dis, Tom Hanks revient dans la carlingue pour vérifier que tout le monde a bien évacué. Il va même voir au fond, pas au péril de sa vie, on va pas rajouter un truc Mais bon, quand même, tu pourrais te dire qu'il a également envie de se casser de l'avion rapidement. Il arrive à terre, tout le monde a été secouru. Il demande un décompte immédiat, ce qu'on ne lui accorde pas. Donc tu te dis quand même l'angoisse du type, quoi. Ouais. Est-ce que parce que lui aussi il commence déjà son processus de est-ce que j'ai pas fait une erreur parce que est-ce que j'ai pas tué des gens quoi. Parce qu'il est pro quoi. Il est toujours dans son truc et puis après effectivement il y a ce soulagement et là
Ouais. Et ensuite, j'aimerais revenir à cette scène de fin parce qu'une fois qu'on a eu la première simulation qui a été faite et où on voit en fait que les pilotes dans cette situation arrivent à ramener l'avion à l'aéroport, on le voit 2 fois, on le voit ramener l'avion sur 2 aéroports différents. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a Tom Hanks qui regarde ce qui vient de se passer et qui leur dit « Vous avez oublié de prendre en compte le facteur humain ». C'est-à-dire que les pilotes savaient qu'il allait y avoir une avarie sur les moteurs. Ils ont tourné de suite, ils étaient préparés, ils savaient ce qui se passait. Mais c'est pas ce qui s'est passé en fait en réalité. En vrai, ouais. On savait pas ce qui se passait, il y a eu un temps de réaction. Et là, ils demandent aux pilotes de refaire la simulation encore une fois, avec cette fois 35 secondes de délai. Une fois que les moteurs ont cessé de fonctionner. Et là, ils refont la simulation. Cette fois, l'avion se crache. Ouais. Fois. 2 aéroports, ouais. Sur les 2 aéroports. Et à ce moment-là vient une dernière fois où l'histoire va être racontée pour une dernière fois. Et cette fois, on va entendre le son de la boîte noire. Et on va réentendre en fait ce qui s'est passé dans le cockpit. Et quand il fait ça, Clint Eastwood nous montre et remet la caméra dans ce cockpit et on voit pour une énième fois, encore une fois, cet accident tel qu'il s'est passé. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une scène qu'on a déjà vue, on l'a déjà vue en flashback, etc., etc. Mais la deuxième fois, une fois qu'on est passé à travers tout ce processus où on a entendu que le facteur humain était important et tout ça, on se rend compte beaucoup mieux des temps de réaction. C'est-à-dire que là, on est plus surpris comme la première fois quand ça se passe, où on a l'impression que ça allait très vite. Ouais. Et en fait, non. Où on voit on peut vraiment... rentrer dans l'analyse aussi. C'est ça. Et en fait, c'est super beau parce que ça aussi, c'est une leçon de mise en scène, quoi. C'est une manière de dire. En fait, le truc, c'est tu ne peux pas comprendre ce qui s'est passé tant que tu prends pas en compte l'être humain. Tant que tu prends pas en compte ça. Et c'est toute sa direction d'acteur, en fait. C'est à quel moment on fait une pause, à quel moment le personnage réfléchit, et il nous amène dans ce processus, c'est-à-dire que on imagine en même temps ce qu'ils sont en train de se dire, on voit ce qui se passe, et une fois qu'il a entendu ça, pareil, c'est une scène que j'aime beaucoup, où il y a Tom Hanks qui demande à sortir de la salle avec son copilote, et il y a un moment juste où il s'est réapproprié son souvenir, il a entendu ce qui s'est passé, et il se dit, ouais, c'est ça que j'ai vécu, et je crois qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Ouais. Et je suis fier de nous, en fait. Et je suis fier de nous. Ouais, c'est là que tu dis, ah oui, d'accord. Donc, et en fait, je trouve ça très beau, en fait, ce cheminement qu'il a fallu pour pouvoir revenir, en fait, au souvenir humain qu'il avait eu. Et finalement, ce souvenir qu'on lui avait enlevé, il avait été dépossédé de ça. Finalement, c'est l'histoire de cet homme qui va retrouver les sensations qu'il a eues à ce moment-là et qui va pouvoir se rendre compte en fait qu'il avait eu raison, quoi. Et enfin voilà, cette scène, je la trouve extraordinaire, cette scène de fin, quoi. En fait, je pense que Clint Eastwood dans ce film, il appuie sur l'importance à la fois la force et ce qui peut être également la faiblesse de l'être humain. C'est-à-dire que il y a des procédures, il y a tout un tas, il y a des simulations, il y a des ordinateurs, il y a des ingénieurs, mais le facteur qui peut faire basculer tout dans un sens ou dans un autre. Dans l'autre, c'est l'être humain. D'avoir un vrai être humain. Exactement. Et je pense, c'est ce qu'il veut montrer. Et je sais pas si, moi j'ai ressenti aussi un petit truc, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société où les jeunes chassent les vieux, où aujourd'hui t'as la technologie qui est mise en avant, tu as, etc. Et nous, ce qu'on entend entre guillemets, alors quand je dis les vieux, ça faut ouvrir la guillemets, mais ils te disent oui, mais j'ai l'expérience, j'ai 40 ans d'expérience. Voilà. Et tout le monde dit oui, mais faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, il y a la technologie, il y a ci, il y a ça. Et dans ce film, Clint Eastwood, il remet ça en avant. C'est-à-dire qu'il te dit, ouais, un pilote de 60 balais avec 40 ans ou 42 heures, 42 ans de vol, et comme il t'a dit, je sais pas combien de millions de passagers arrivés à bon port. Eh ben ouais, il y a un moment, tu vois, il y a ce petit truc qui fait que lui, il te le fera basculer dans le bon sens, quoi. D'ailleurs, il fait sa propre éloge aussi, parce que c'est aussi une manière de dire, parce qu'on a fait beaucoup de parallèles avec d'autres films un peu similaires qui se passent, et à chaque fois c'était en faveur de Sully, tu sais. Et là aussi il y a Clint Eastwood qui dit, mais moi j'ai 40 ans de métier, quoi. Ouais, donc c'est normal que je fasse les trucs bien. D'ailleurs, je sais pas si c'est un clin d'œil, mais parce qu'on est en 2009 normalement dans cette histoire, donc enfin le monde moderne, quoi. Et Sully a encore un flip phone, tu sais, encore un vieux téléphone, un peu comme toi, hein, Arnaud. Ouais, mais ça c'est parce qu'il veut pas être traqué par la CIA. C'est parce que ça c'est. J'ai vu Snowden, moi. C'est Snowden. Tout ça pour dire que ce film aurait pu s'appeler Les Oiseaux 2, parce que c'est à cause de toutes ces conneries. depuis tout ça pour des oies, tu sais. Sérieux, des putains de canards qui sont là, ils font. Ils se démontent un truc de millions de dollars.
Merci la nature. Bon, on posera pas la question de pourquoi est-ce qu'ils font pas les avions dans le même matériau que la boîte noire, forcément, ça sert à rien. C'est trop refait ça comme blague. Mais clairement, ouais, bon, de toute façon, franchement, bon film. Et au final, c'est la preuve que tu peux faire un film sur un sujet qu'on ne penserait pas du tout intéressant ou en tout cas développable et voilà, trouver pile l'angle qu'il faut pour faire un long métrage intéressant. Ouais, je trouve ça intelligent comme façon de présenter le film. Ouais. Bah écoutez, on a tout bouclé, c'est bien. Je suis et vous savez quoi ? Je suis fier de nous. Je réécouterai ça bientôt et je vais faire ils se sont bien débrouillés. Essayez de bien vous souvenir de tout ce qui a été dit. J'ai envie de dire aussi à tous nos éditeurs que tout ça, c'est un travail d'équipe. c'est nous, mais c'est aussi vous. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Arnaud. Du coup, on va dire au revoir à tout le monde. Simplement pour dire également que les prochains épisodes... Il va y avoir un épisode spécial Noël qui va sortir vers la semaine de Noël, qu'on va enregistrer par contre un petit peu avant, on va vous expliquer. Et d'ailleurs, je trouve que Sully est plutôt un bon film de Noël en l'occurrence. Oui, c'est ce que tu as dit à la fin. Si vous pouvez y aller en mode... voilà, un truc qui se termine bien, Miracle sur l'Hudson. Ça aurait pu s'appeler Miracle sur l'Hudson, mais vraiment le titre. Ce serait vraiment très cheesy, mais ça passe bien. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on fera un podcast spécial film de Noël. Également, dans une semaine ou deux, on va faire un fin de série où Antoine sera là aussi. Ah oui. Donc fin de série numéro 2 où on va faire le point sur les nouvelles séries que vous avez pu voir depuis cet automne. Et on vous tiendra au courant. Cet automne, pas cet automne. Et vous voterez d'ailleurs pour le film que vous voulez voir entre ces deux épisodes-là. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne vie. Bisous. Mangez bien. Ciao.